Ils ont pigé du coup? Vous en avez parlé? Dans son appartement à proximité du Bataclan, Aurélie est entourée par ses amis. C'est pour toi? Ouais. Merci. Ils l'aident à rester debout depuis la mort de son compagnon, tué par les terroristes. J'ai un enfant de 3 ans et je suis enceinte de 5 mois. J'ai pas le choix. Je suis debout, évidemment. J'ai pas le luxe de pouvoir sombrer. Son compagnon, Mathieu, professeur agrégé de géographie âgé de 39 ans, est parti seul ce soir-là au concert du Bataclan. Après l'attentat, sans nouvelles, Aurélie alerte tous leurs amis qui se mettent à le chercher. Samedi à 5 h du matin, j'ai reçu un appel pour me dire que Mathieu était en vie et qu'il n'avait pas une égratignure. Et qu'il fallait que je l'attende et qu'il allait revenir. J'ai d'abord attendu. Quand mon fils s'est réveillé le matin à 8 h, il m'a dit « Oui papa », je lui ai dit « Il arrive quoi ». Donc on a d'abord attendu et puis après on a compris que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et en fait mes amis continuaient à le chercher dans les centres de cellules psychologiques. Dans les hôpitaux? Dans les hôpitaux, ouais. Voilà. Et moi après pour m'occuper, j'ai appelé les hôpitaux j'ai appelé tous les hôpitaux pour savoir. Aurélie a passé 2 jours interminables à attendre le retour de Mathieu. J'ai appris son décès à 22 h le dimanche soir. Et c'est des amis à moi qui l'ont retrouvé. Voilà, c'est une très proche amie qui a appelé. Et je l'en remercie. Beaucoup. Alors qu'il était au bar, à l'intérieur du Bataclan, Mathieu a été la cible des terroristes, tué d'une balle entre les 2 yeux. Et je sais qu'il est mort sur le coup et ça, pour moi, c'est très important. Vous en voulez à quelqu'un, Jean? Non. Non. Je mets pas de mots en fait encore pour le moment. C'est d'une telle folie que je comprends rien en fait. Je comprends pas. Je suis pas allée au-delà de la perte de l'homme de ma vie. Je suis pas allée au-delà. Moi, j'ai rencontré Mathieu il y a 15 ans. On s'est rencontrés dans un train. On s'est tout de suite vus. On a tout de suite échangé. On s'est écrit des lettres. On s'est envoyé des lettres, on s'est envoyé des livres. On s'est approchés comme ça par des choses belles, parce qu'il aimait les choses belles, les choses simples. Il aimait la poésie. C'était quelqu'un d'incroyablement fiable. On s'envoyait des textos 50 fois par jour. Il laissait jamais un texto sans réponse. C'était quelqu'un qui arrivait à discuter de tout avec tout le monde sans s'énerver, qui arrivait à pacifier toutes les situations de crise. Il aimait le rock'n'roll, mais il aimait aussi le foot. Il avait le dossard numéro 10, c'est lui qui distribuait un petit peu la balle, qui organisait un peu le jeu, et c'est aussi celui qui, quand ça monte, parce que ça monte toujours au foot, arrivait à dire aux autres « Attendez les gars, on joue à la balle, quoi ». Donc ça va bien se passer. Et il arrivait à faire redescendre les gens instantanément comme ça. Passé le choc, la sidération, Aurélie doit maintenant apprendre à vivre sans Mathieu. Chaque jour est une victoire sur la veille et je sais que le temps va faire son chemin et je sais que mes amis seront là et j'ai un enfant et je vais avoir une petite fille et voilà. Et Mathieu était un père extraordinaire et je vais essayer d'être aussi forte que lui, voilà, de prendre le relais, voilà. Je dis toujours que Mathieu c'est la meilleure partie de moi-même, je vais la garder en moi et je vais la transmettre. Et la vie va être plus forte que le terrorisme? Bien sûr. Mais bien sûr. J'ai mis qu'un seul truc sur Facebook, j'ai mis une photo de nous deux le jour de la marche après Charlie Hebdo, où on voit Mathieu qui m'embrasse sur la joue, parce qu'on sortait de la maison et que j'étais bouleversée, que je pleurais, que j'étais très émue. Et il m'a dit « Aurélie, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'aimer plus fort encore chaque jour. » Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. La France entière a été touchée. Dans le Loir-et-Cher, non loin de Blois et des bords de Loire, la petite commune de Chailles, avec ses 2800 habitants, est en deuil. Anna, 24 ans, et Marion, 27 ans, les 2 filles du boucher du village sont mortes à Paris sur la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge.
L'aînée Marion faisait des études de musicologie. Elle était une brillante étudiante à la Sorbonne. Anna était graphiste et vivait depuis quelques mois à Barcelone en Espagne. On fait quoi alors ce soir? Le week-end dernier, c'était celui des retrouvailles. Anna était venue passer quelques jours chez sa sœur à Paris. Dans leur village, tout le monde est bouleversé. C'était vraiment des filles qui étaient pétillantes, pleines de vie. Marion, quand elle venait ici, elle courait tous les jours, toujours en pleine forme, toujours dynamique. Les parents, Sylvie et Eric, tiennent la boucherie de Chaille depuis 9 ans. Ils vivent loin de leurs 2 filles, mais ils étaient en permanence en lien avec elles. Le vendredi soir, on a entendu aux informations avant de se coucher que le Bataclan avait été canardé. Mais bon, sachant que nos filles ne fréquentaient pas le Bataclan, on s'est dit, elles ne sont sûrement pas dedans. Et puis, comme elles nous avaient envoyé un message d'amour à 20h, on ne faisait pas... on n'avait pas l'idée à ça. Ouais, voilà. Et puis le lendemain matin, quand on s'est levé à 5h30, 6h, on a appris qu'il y avait 120 morts et tout. Alors là, forcément, on s'est inquiété. On a passé des messages sur les téléphones, on n'avait pas de réponse, rien. Et puis ma femme, durant la matinée, elle n'arrivait plus à... Et je tournais en rond, quoi. J'ai paniqué, quoi. J'ai cherché partout où je pouvais... Voilà, et puis le samedi après-midi, elle a téléphoné dans tous les hôpitaux où il y avait des blessés. On a appris qu'il n'y avait pas nos filles de recensées. Et vers 19h, on a eu un coup de téléphone du garde des Sceaux, enfin d'une personne des gardes des Sceaux qui nous a dit vos filles font partie des victimes. Voilà comment on l'a appris. Voilà. Marion et Anna étaient leurs seuls enfants. Je dis, nous, on a perdu nos filles comme d'autres familles, et puis on est très bien entourés, mais bon, Voilà, elles sont mortes. Dans plein élan de leur vie. Ouais, c'était notre vie, et puis c'est fini, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une catastrophe pour nous, puisque nos 2 seuls enfants... étant à 1000 km l'un de l'autre, se réunissent pour se faire canarder comme ça, gratuitement. C'est fou. Nous, on n'a plus rien, vous voyez. Ce soir, je suis bien, je t'ai enfin retrouvé dans ce restaurant. Les parents de Marion et Anna nous ont transmis cette chanson écrite par les amis de leur fille. Nous nous retrouvons, nous pourrons enfin nous aimer et nous trinquons. Elles seront enterrées demain, à Blois. Et nous nous promettons dans cette ville lumière. Et nous buvons à la santé de la chair. À Paris, à la vie. Dans ce resto parisien, l'amour s'est invité. Ce sont des filières djihadistes identifiées depuis longtemps qui sont venues frapper Paris. 8 frères portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis au cœur de la capitale française. C'est sûr, c'est lui. Et là, vous vous dites, c'est pas possible, pas possible. Nous allons vous montrer comment en France, mais aussi en Belgique, des familles entières ont sombré dans un islam radical, jusqu'à devenir des assassins, comme les frères Abdeslam. En France, nous avons découvert à quel point le salafisme gagne du terrain, infiltrant les mosquées, certaines entreprises et même l'intérieur des prisons. Vous allez découvrir ce soir comment la police doit faire face à une menace d'une violence sans précédent. C'est un déluge de feu que les hommes de la BRI et leur chef ont dû affronter au Bataclan, protégés par ce bouclier. Vous pouvez voir donc qu'ils ont ouvert le feu sur nous puisqu'il y a plus de 27 impacts. Ici du tir de Kalachnikov, donc c'est effectivement très impressionnant. Le numéro 2 de la BRI est encore hanté par l'image des victimes. On se retrouve dans un sentiment bizarre, surréaliste, d'angoisse. On regarde les gens qui sont alignés par terre. On voit des gens qui pourraient avoir l'âge de nos enfants. Donc c'est une image qui me restera. Ce sont 2 hommes de la BAC qui ont interrompu le massacre en tirant sur l'un des terroristes. Dans une petite salle à part,
Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, les écoute attentivement. Sans le geste de ce commissaire, le nombre de morts aurait sans doute été bien plus grand. Merci à vous, sincèrement. Pour commencer notre investigation, nous nous intéressons à un phénomène qui inquiète au plus haut sommet de l'État, la radicalisation dans les prisons. Jeudi dernier, les députés du parti Les Républicains, Thierry Solère et David Douillet, viennent inspecter la maison d'arrêt de Nanterre pour évaluer l'ampleur du problème. Oui, bonjour. Bonjour, Thierry Solère, député de Boulogne-Billancourt, et David Douillet, député des Yvelines. Oui, passons par l'instant. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Et vous? Thierry Solère, député des Hauts-de-Seine. Bien, merci. Venez, je vous en prie. Depuis avril 2015, les parlementaires peuvent visiter un établissement pénitentiaire quand ils le souhaitent, accompagnés de journalistes. Nous allons nous rendre dans les cellules des détenus radicalisés. Mais avant, les députés veulent s'entretenir avec le directeur de la maison d'arrêt. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Écoutez, bienvenue. Ici comme ailleurs, la prison est pleine à craquer. Pour parler de quelques chiffres, ici, il y a combien d'écrous officiellement dans la maison d'arrêt? Il devrait y avoir combien de gens ici? Sur Nanterre? Sur l'organigramme théorique? Oui, théorique. 592. 592. En vrai, il y a combien de détenus aujourd'hui, on parle? À la louche, à un ou deux près, 980. 980. Et pour combien de détenus de confession musulmane à peu près? Alors écoutez, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais lors du dernier ramadan, je crois que ça devait avoisiner à peu près 400 personnes. D'après vous, combien d'entre eux sont radicalisés à peu près? C'est difficile à dire en fait. Une fourchette? La radicalisation telle qu'on l'entend quotidiennement... la radicalisation dangereuse, je parle. Dangereuse, je le chiffrais entre 10 et 20. D'accord. Ce nombre, le chef d'établissement l'estime en fonction de ce qu'il constate. En fait, personne ne lui indique si ces détenus font l'objet d'une fiche S, c'est-à-dire qu'ils représentent un danger pour la sûreté de l'État. Si par ailleurs, il était suivi avec une fiche S pour terrorisme, ça, vous ne le savez pas. La visite commence. Ah, c'est David Douillet. Ça va, David? Direction les cellules des radicaux. Mais dès le rez-de-chaussée, les députés remarquent une odeur suspecte. Monsieur le directeur, c'est moi ou ça sentait le chichon là? Non, ça sent. Ouais, c'est-à-dire, il fume de la drogue ici dans les couloirs? Ben, ça peut arriver, mais sans que vous les chopez pas. Là, le gars, il fumait de la chiche, quoi. Mais comment il se le procure alors? Comme les téléphones. Le directeur n'a pas l'air étonné. En fait, tout passe par-dessus les murs d'enceinte, à côté du terrain de sport. Et vous avez des gens qui viennent projeter et les cours de promenade sont là-bas. Donc des téléphones, des boulettes de shit. De la viande, des couteaux, toutes sortes de choses. En période de ramadan, vous allez avoir beaucoup de produits alimentaires. Mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, en pièces détachées, vous pouvez aussi avoir des armes qui sont projetées. Cela paraît très simple, c'est inquiétant. Avant de monter dans les étages, le député va apprendre une information encore plus surprenante. Vous avez des détenus qui sont venus de Syrie, que vous pouvez savoir avoir des téléphones portables? Bien sûr. Ouais. On en trouve régulièrement, on les enlève et on les donne à analyser. Bien sûr. Enfin, c'est un peu tard quand c'est analysé, quoi. Sinon, il faudrait qu'on laisse quasiment un surveillant en permanence avec eux. C'est impossible. Enfin, il y a des questions très basiques à laquelle on peut apporter des réponses très rapides. Hein. C'est-à-dire, si maintenant on en est à une situation où vous avez des détenus qui reviennent de Syrie, qui sont là pour des actes terroristes, que vous arrivez à attraper avec des téléphones portables, bon, ben, c'est sûr, là, il n'y a pas grand-chose qui va fonctionner dans le pays. Hein. Avant même d'avoir rencontré les détenus à risque, Thierry Solère est abasourdi. D'abord, on a un problème de sécurité, puisqu'il y a des gens qui passent par-dessus les murs d'enceinte, des choses qui n'ont pas à rentrer dans la maison d'arrêt. Vous avez des gens qui fument du hashish dans les couloirs. Donc, il y a de la drogue, il y a des téléphones portables. Deuxièmement, il y a la 4G qui est à peu près partout dans la maison d'arrêt. Il faudrait donc des brouilleurs. Pour ça, il faut de l'argent. Puis enfin, il y a le sujet de la radicalisation en prison. Pour ça, de toute évidence, il faudrait que les directeurs de maisons d'arrêt soient informés quand des gens arrivent ici en détention provisoire, parfois pour d'autres choses, du trafic de drogue ou je ne sais quoi, soient informés si nos services de renseignement suivent ces personnes.
pour de la suspicion d'actes terroristes, parce que le directeur de la maison d'arrêt ne le sait pas. Et ensuite, il a l'incapacité, derrière, s'il ne le sait pas, de mettre en place une politique cohérente, c'est-à-dire d'éviter que le détenu en question fasse du prosélytisme sur les autres et radicalise d'autres détenus. Les députés se rendent dans le quartier des détenus radicalisés. Certains sont incarcérés pour des faits de terrorisme. D'autres reviennent de Syrie. Le détenu que nous allons rencontrer a été condamné pour des délits de droit commun, mais c'est un extrémiste. Bonjour, David Douillet. Bonjour, Thierry Solaire. Ça va? Bon. On est députés, nous. On essaye. Et vous? L'homme est à l'isolement car il faisait du prosélytisme auprès d'autres détenus dans sa précédente prison. Il y a des gens qui s'amusaient à dire monsieur va aller faire le djihad pour rigoler, puisque j'avais la barre, tout ça, nan. Et au final, la directrice, elle a entendu ça, des échos, tout ça. Et voilà, je sais pas, les événements, ils ont stigmatisé. Ils ont dit, bon, les jeunes qui commencent à avoir la barre, qui font la prière, qui lisent, ben, on va les enfermer. On va les isoler. Alors que moi, j'ai rien fait de mal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, voilà, c'est malheureux, il y en a qui payent pour d'autres, mais bon, c'est pas possible. L'homme est un converti. Il a découvert l'islam quand il était encore en liberté. Mais c'est depuis son incarcération il y a 4 ans qu'il s'est radicalisé. Et mon approfondissement de la religion, je l'ai fait personnellement en prison. Donc, vu que vous filmez, j'espère que ça va passer à la télé. Ouais. Moi, j'écoute pas les gens. Moi, personnellement, j'écoute pas les gens. J'ai tous les livres qui sont là, j'ai des livres là-haut. Et je m'instruis moi-même, en fait. Moi, j'ai jamais écouté les gens. J'ai jamais écouté. Moi, je fais toujours attention à ce qu'il y a d'écrit dans les livres. C'est des livres traduits en français qui ont été autorisés par la loi, par la France. Il faut faire attention à ce qu'on lit. Dans la bibliothèque de sa cellule, certains ouvrages sont des best-sellers salafistes et wahhabites, un islam rigoriste qu'on pratique en Arabie Saoudite. D'après ce qui est écrit, l'islam et la France, c'est pas compatible. Vous pensez que c'est pas compatible? Non, c'est ce qui est écrit. Non, mais vous savez, les livres, je sais pas qui a écrit ce bouquin. Non, mais ce qui est important, c'est que vous... Qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est compatible ou pas? Moi, je pense rien du tout. Moi, je pense que ce que j'apprends dans les livres, c'est tout. Faut jamais répéter ce que... Les députés l'interrogent sur les attentats de Paris. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé là en France, là, à Paris, vendredi dernier? Ah, j'ai regardé vite fait, je sais pas exactement, je crois qu'il y avait une fusillade dans la rue. Vous avez pas regardé? C'est parce qu'en fait, ça m'intéresse pas, parce que ça me concerne pas personnellement. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'étais dans ma cellule ce soir. Ah non, mais je me doute bien que... Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez regardé les informations, quoi? Ouais, je sais pas, ils ont tué des gens. Ouais, mais vous en pensez quoi? Bah, c'est pas bien de tuer des gens. Je dis quoi? J'en sais rien, moi, je vous demande ce que vous pensez de cette... Il y a des gens qui tuent des gens au bâtiment, que ce soit des musulmans, passe pas bien. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on vous dit que ce sont des gens des Français, qui se sont radicalisés, qui sont de votre religion, ça vous fait quoi? Ça vous choque? Ça vous fait de la peine? Ah non, mais ça me concerne pas personnellement. Oui, mais là, pour des gens qui sont partis sur des mauvaises voies. Ah, ça, c'est chacun sa voie, comme on dit. Chacun a sa vie. Mais pour vous, ces voies, elles sont bonnes ou mauvaises? Des voies des radicalisés? Mais oui, de ceux qui font les attentats. Ah bah, ça, c'est leur problème. Moi, personnellement, ça me concerne pas. Pourquoi vous condamnez pas les choses? Je me dis, ah, ça, c'est pas mes histoires et tout. Vous pouvez? Ah ouais, j'ai compris. Vous comprenez? Oh, ouais. Non, moi j'ai dit tuer des gens comme ça gratuitement, non, c'est pas. Non. Après, je condamne pas. Je suis pas Dieu pour juger la personne sur la globalité de ses œuvres de sa vie. Là, après, si sur ce qui s'est passé, pour eux, ils ont raison. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils le font, c'est qu'ils pensent avoir raison. Moi, je suis qui pour. Moi, j'ai pas. C'est comment dire? J'ai pas le droit de me permettre, dans le principe de base, c'est comme si j'ai pas le droit de juger une personne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas le droit de me permettre de dire, oh, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, même si c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où, voilà, c'est une question de sagesse. Bon, allez, on va vous laisser. L'homme a un dernier message à adresser aux députés. Faites attention dans la rue, il pleut des balles bientôt. Oui. Là, ça va, c'est comme ça, mais bientôt, ça va être comme ça. C'est vrai, hein. C'est la guerre, il a dit au François Hollande. À la sortie de l'entretien, les élus sont atterrés par le discours de ce détenu. Aujourd'hui, là, de ce que j'ai entendu, malheureusement, ce pauvre homme, il est incapable de vivre avec des gens qui sont différents de lui. Et différents de ce que lui s'imagine d'être la vérité. Alors, il lit beaucoup de livres. Manifestement, il n'a pas lu les bons en premier. Donc, on sent bien quand même qu'il y a un déficit de compréhension de tous ces sujets. Et donc, tout part dans tous les sens. Il condamne pas les attentats. Il dit, oh, c'est pas mes histoires. Et puis, il sort dans 4 ans. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'on travaille à une réponse pénale pour ces gens-là.
Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser en liberté, à l'issue d'une période de détention, des gens qui sont des grenades dégoupillées, parce qu'ils ne sont pas intégrables. Aujourd'hui, il n'est pas en voie d'intégration, celui-là, de toute évidence. Merci, monsieur. La radicalisation des détenus ne se fait pas toujours au sein des cellules. Elle a lieu quelquefois à distance, depuis l'extérieur. Nous avons rencontré Mehdi. Ce jeune Français est musulman, originaire du Maghreb. Il y a 1 an, sous l'emprise de la cocaïne, après une violente dispute avec sa compagne, il fonce en voiture sur des policiers venus l'interpeller. Accusé de tentative d'homicide sur des forces de l'ordre, il sort de 13 mois de préventive à la maison d'arrêt de Nîmes. En attente de son procès, il rend visite à son avocate, Maître Aoudia. Lorsque Mehdi était incarcéré, une chose surprenante s'est passée. Avant d'être transféré, son codétenu lui laisse un téléphone portable comme cadeau pour qu'il appelle ses proches. Mais très vite, Mehdi reçoit des appels étranges. J'ai été contacté par des gens dont j'ignore qui ils étaient, mais ils m'appelaient pour essayer de m'embrigader dans tout ce qui est terrorisme et combattre en Syrie. Directement sur le téléphone depuis l'extérieur, ils vous appellent? Oui, directement. Quand il parlait, c'était quelqu'un, je pense, de français comme nous, mais avec un accent quand il parlait en arabe, ça s'entendait qu'il parlait un arabe très correct, mais avec un fort accent. Donc un converti. Voilà, je pense. Quels étaient leurs propos? Il me disait, le frère, si tu as besoin d'aide, on peut venir te voir, on peut t'envoyer de l'argent, on peut aider ta famille à l'extérieur. Ils essayaient de me monter la tête contre mon propre pays. Au bout du fil, quelqu'un essaie de l'endoctriner. Pour Maître Aoudia, son client est la recrue idéale. C'est un homme à la dérive qui vient de s'en prendre à des policiers. Ce n'est pas de façon arbitraire qu'on a essayé d'entrer en relation avec ce jeune homme. Ce jeune homme avait certaines caractéristiques. D'une part, orphelin. Il savait que ce garçon avait été mis en examen pour des faits criminels, tentative de meurtre à l'endroit de fonctionnaires de police. Mehdi risque une peine très lourde, mais avant son procès, il va bénéficier d'une liberté conditionnelle. C'est de ce moment que veut profiter son recruteur. Comment est-ce qu'il arrive à essayer de vous convaincre? Quel mot il emploie? De quoi il vous parle? De faire tout simplement, de faire le djihad, d'aller en Syrie, de mener des actions en France, en me disant qu'il n'y aura pas mieux, que j'allais partir pour des années de prison. De même, pourquoi pas mener même quelque chose au sein de la prison, de faire quelque chose même à l'intérieur de là-bas. L'idée, c'est d'instaurer ce rapport de confiance. Une fois ce rapport de confiance instauré, essayer de faire la démonstration que la communauté musulmane est en danger, que l'islamophobie dans les pays occidentaux, dont la France, est la règle, et que si vous avez de la dignité, il vous faut réagir. Je vous propose de vous faire justice vous-même. Et vous avez le moyen de le faire. Parce qu'il y a d'autres frères. Il a été ciblé, quoi. Il a été ciblé. Grâce au soutien de son avocate, Mehdi trouve la force de ne pas céder à ce discours d'embrigadement. Au bout d'un moment, on l'a envoyé balader au téléphone. On lui a dit qu'il allait qu'à se faire exploser lui-même, si c'est ce qu'il voulait faire, et de nous laisser tranquilles, de plus jamais appeler ce numéro. D'accord, donc vous avez résisté. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fait résister, justement, pas répondre à ces appels? L'amour de mon pays, parce qu'on est français avant tout, malgré on a des origines, on est né ici, on a grandi ici, notre culture, notre histoire, on fait partie à 100% de la France, et je me battrai jusqu'au bout pour défendre mon pays contre ces extrémistes. Deuxième pan de notre enquête, la radicalisation dans les entreprises. L'un des kamikazes du Bataclan, Sami Amimour, a travaillé pour la RATP pendant 15 mois. Selon la presse, le groupe de transport public emploierait de nombreux musulmans aux comportements extrémistes, contraires à la laïcité. Pour le vérifier, nous avons rencontré Martine. Elle est conductrice de bus à la RATP depuis 15 ans. Elle a assisté à la montée de ces incidents liés à l'islamisme.
Il y a des barbus qui sont arrivés et qui ont commencé à plus serrer la main aux femmes. C'est-à-dire des barbus? Des personnes qui se laissent pousser la barbe pour ressembler au prophète. Certains avec qui j'avais d'excellents rapports sont passés du « je te fais la bise » à « je te serre plus la main ». C'est comme s'il y avait une surenchère dans ce que tout le monde nomme la radicalité, quoi, ou la radicalisation. Une sorte de surenchère. C'est-à-dire qu'au départ, je te fais plus la bise, après je te serre plus la main, après je te dis plus bonjour, et après je te regarde même plus. T'existes pas, quoi. Il y en a qui veulent pas prendre votre bus, par exemple. C'est arrivé, il y a eu des témoignages où, effectivement, carrément des hommes refusaient de prendre le bus parce que c'était une femme qui l'avait conduit avant et qui avait touché le volant. Qui avait touché le volant, qui s'était assis sur le siège, sûrement. Peut-être qu'elle laissait planer un parfum. Ces comportements inadmissibles envers des femmes de l'entreprise, Christophe Salmon, secrétaire général de la CFDT RATP, en entend parler depuis longtemps. Dès 2012, son syndicat avait écrit un tract pour tirer la sonnette d'alarme. Alors, moi je veux bien, voilà. Oui, ça c'est Paris, 21 décembre 2012, les atteintes aux droits des femmes et à la laïcité à la RATP. Voilà. On avait interpellé à l'époque la direction de la RATP sur ce sujet. Mon prédécesseur avait porté le dossier au niveau de la direction générale. D'accord, donc la direction est au courant, en tout cas, de ce qui s'est passé en 2012. Ah oui, bien sûr, oui. En réponse à ces problèmes de communautarisme récurrents, la RATP a édité en 2013 un guide de la laïcité pour son personnel d'encadrement. Il y est affirmé que la sphère publique ne peut être le lieu d'expression du fait religieux. Toute forme de discrimination entre une femme et un homme ne saurait être tolérée, quel que soit son fondement, y compris religieux. Ça sert vraiment à quelque chose, un livret comme ça? Si on voulait vraiment l'appliquer, oui, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Ouais. Je pense, oui. Alors moi, je pense. Après. Ça veut dire quoi si on voulait vraiment l'appliquer? C'est-à-dire qu'il n'est pas appliqué? Non, aujourd'hui, il n'est pas appliqué. Ce texte n'est pas respecté. Aujourd'hui, quand un chauffeur refuse de prendre un bus après une conductrice, plutôt que de le sanctionner, c'est le bus qu'on remplace. Il faut que le bus y parte, il faut que le bus y transporte les voyageurs. Donc on va changer le bus et voilà. Alors, on me dit. C'est faux ce que vous racontez à la CFDT. Moi, je vous dis, j'invite les gens à aller dans les dépôts de bus et à aller constater les choses. L'État, lui, a visiblement pris au sérieux les constatations de ce syndicaliste. Il sera reçu la semaine prochaine par Manuel Valls. Nous avons aussi recueilli le témoignage de ces deux conductrices et de ce chauffeur. Ces tensions communautaristes qui rongent l'entreprise, eux aussi les ont vécues de l'intérieur. Les dénoncer leur a valu de vivre la peur au ventre. Aujourd'hui, c'est donc anonymement qu'ils nous parlent. Menaces de mort, des tags sur les vestiaires de croix gammée, les menaces de mort dans mon casier. Donc ça m'était bien adressé. Hein. Quand on vous dit on va te fumer, en banlieue, ça ne veut pas dire on va t'inviter à boire un coup. Hein. Donc... Et dans certains dépôts de bus, le climat de tension était tel que certains auraient préféré jeter l'éponge. On a des collègues qui sont partis à la retraite, qui voulaient continuer. En avance, oui. En pré-retraite, parce qu'elles avaient eu aussi des menaces de mort, des insultes, des menaces. Elles sont parties, elles ont fui le dépôt, elles ont dit terminé, moi je me barre, j'en peux plus, je vais pas. J'ai trop peur de continuer à rouler comme ça, quoi. Ces trois témoins auraient aussi dénoncé la dégradation du service offert aux usagers en raison de prières sur le lieu de travail. Les prières, ils les font dans les dépôts, ils les font pas forcément devant les clients. Dans les bus. Dans le bus, à l'arrêt de bus, avant de partir, ils partent 10 minutes en retard, et puis personne ne dit rien. Devant les clients, donc. Le bus, il est à 10 mètres de l'arrêt, donc les gens, ils les voient forcément. Et votre direction, qu'est-ce qu'elle en a dit de ça? Ah bah là aussi, ils n'ont pas apprécié du tout. Hein. On était vraiment des fous la merde, quoi, voilà, pour parler. Ah, vous n'avez pas été soutenu? Ah non, pas du tout. Ah non. Pour la RATP, ce qu'il fallait surtout, c'est que les bus roulent et que la paix sociale soit maintenue. La régie, elle n'a pas envie de se mettre à dos toute la communauté. Et donc, du coup, ils préfèrent laisser couler. Celui qui est gêné, il n'a qu'à se barrer, et ça s'arrête là. Face à ces accusations, nous avons sollicité la réponse de la RATP. Au siège de l'entreprise, c'est le directeur de cabinet de la présidente qui nous reçoit. La présidente de la directrice générale de la RATP a souhaité s'entourer très prochainement
d'un cadre à ses côtés qui aura en charge une fonction éthique au sein de l'entreprise et notamment le respect du principe de la laïcité. On a décidé que ce genre de fait aujourd'hui, on ne souhaiterait qu'aucun, je dis bien aucun fait de ce type qui sera signalé ne soit plus traité. Si elle les prend bien en compte, la RATP considère tout de même ces faits comme anecdotiques. Face à des faits qui représentent, il faut aussi là se dire les choses, allez, 0,1% de l'ensemble des salariés, je rappelle 43 000 salariés, une quarantaine de faits qui ont été traités par les cadres de proximité. La nouvelle direction de la société souhaite aujourd'hui libérer la parole dans ses dépôts. Elle encourage les employés à faire remonter à leur hiérarchie ce genre d'incident. Cette radicalisation au sein des entreprises prend souvent sa source dans des prêches rigoristes, trouvées sur Internet ou dans des mosquées surveillées de près. Vendredi 13 novembre, l'assaut du Bataclan est encore en cours lorsque François Hollande prend la parole à l'Élysée. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées. Dans les jours qui suivent, des centaines de perquisitions sont menées partout en France. Vendredi dernier, c'est dans une mosquée de Brest que se sont rendus les enquêteurs. À la tête de cette mosquée très controversée, Rachid Abou Oudeifa, un imam français d'origine marocaine. Selon ses détracteurs, il n'a suivi aucune formation religieuse. Pourtant, sur sa page Facebook, il se revendique enseignant. Il refuse l'étiquette de salafiste et se défend de prêcher un islam radical. Avec 180 000 fans sur sa page, Abou Oudeifa a un discours qui fait des adeptes. Il se met en scène dans des vidéos tournées à Médine, la 2e ville sainte de l'islam. Il y a des mausolées. Est-ce qu'ils ne mériteraient pas, qu'on fasse leur éloge plus que nous-mêmes ici? Il tente de se donner une image de savant et de théologien de l'islam. Ce sont ceux qui, ici, mangeaient la chair de leurs frères. Mais il prêche aussi devant des enfants en bas âge, dans sa mosquée à Brest. Ils vont lui donner un autre nom, ça existe. Il y a des gens qui vont écouter et jouer des instruments de musique, ça existe? Vous suivez bien, des instruments de musique, tu fais de la batterie, ben Inch'Allah tu vas arrêter de faire de la batterie. Si tu es convaincu et tu veux arrêter. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. Il avait eu ça. C'est qui l'a dit? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On suit bien, on baisse les mains et on se tait. Donc ici, ceux qui aiment la musique, c'est ceux qui aimeraient bien quelque part être transformés en singes et en porcs. On est d'accord? Ces propos choquants, nous les avons montrés à un théologien de l'islam, Abdelali Mamoun, l'imam de Seine-et-Marne. Et ils seront transformés en singes et en porcs. C'est du n'importe quoi, je ne sais pas d'où il tient cette parole-là. Ce hadith, cette parole prophétique n'existe pas. Il gangrène dans le cœur de ces jeunes qui sont endoctrinés la haine de l'Occident, le désaveu de la société occidentale. Et ça, c'est dangereux. Comment voulez-vous qu'un citoyen de confession puisse s'émanciper dans une société qu'il haït, qu'il rejette, qu'il désavoue? C'est impossible. Des imams radicaux comme Abou Oudeifa, il y en aurait 90 aujourd'hui en France. Parmi eux, Mehdi Kabir, l'imam de Villetaneuse. Ce prêche tenu il y a 2 ans était passé inaperçu aux yeux du grand public. La nourriture a un impact sur le tempérament et le comportement de l'être humain. En fonction de ce que tu manges, tu te comporteras. Tel est ce qu'ont dit les savants al-ulama. C'est pour cela que celui qui mange du porc, na'am, a tendance à avoir le comportement d'un porc. C'est pour cela que les consommateurs de viande de porc, tu les trouves parmi les gens les plus sales. Les gens qui n'ont pas de jalousie envers leur famille. Les gens qui ne se soucient pas de voir leur femme dénudée et embrassée par les autres hommes. Les gens qui, lorsqu'ils sortent des toilettes, ils ne se lavent pas les mains. Les gens qui n'ont pas de pudeur vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Les gens qui embrassent leur femme devant tout le monde, sans aucune pudeur et sans aucune honte. Pourquoi?
car ils consomment la viande de porc. Pour Abdel Ali Mamoun, ces discours de haine préparent parfaitement le terrain pour les recruteurs des organisations terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda. Tous ces prédicateurs qui sont derrière, on n'aura plus qu'à récupérer le travail déjà tout fait de ces gens-là qui auront déjà créé cette fracture, auront déjà semé la haine dans le cœur du jeune. Et effectivement, il ne restera plus qu'à dire bah, d'accord, l'imam t'a dit que c'est le mal, l'Occident. Bah, moi, je te propose de le combattre, ce mal. C'est un discours qui est tenu aujourd'hui par les terroristes. Quand ils disent qu'on a tué dans le Bataclan, ils disent on n'a pas tué des êtres humains, on a tué des porcs. Les mosquées salafistes sont de plus en plus nombreuses. Certaines sont même placées sous surveillance des services de renseignement. Nous avons décidé d'enquêter sur elles. Nous sommes à Lunel. De cette petite ville de 26 000 habitants entre Nîmes et Montpellier, une quinzaine de jeunes sont partis en Syrie faire le djihad dans les rangs de Daesh. 8 d'entre eux sont déjà morts là-bas. En octobre, l'imam de la mosquée a été menacé de mort. Des jeunes musulmans radicaux reprochaient aux religieux d'avoir condamné le djihad en Syrie. Aujourd'hui, il vit caché et son avocat est en colère. Il avait indiqué aux jeunes qui étaient encore présents qu'il ne fallait pas faire l'apologie du djihad, que c'était une bêtise de partir au djihad, que ça n'avait rien à voir avec l'islam. Ils ont réussi, en tout cas, à lui faire quitter ses fonctions, avec des menaces de mort sous condition, en disant je vais te tuer si les gendarmes viennent me chercher, et en disant je vais brûler tes enfants. L'imam porte plainte, et dans l'ordinateur des mises en cause, les policiers trouvent des documents compromettants. Quand on a ceci dans son ordinateur, l'un d'eux a dit c'est pas moi qui ai téléchargé ça, c'est ma femme, alors qu'elle faisait des recherches pendant sa grossesse. Je vois pas trop le lien. Voilà, c'est l'excuse qu'ils ont eux-mêmes présentée. Voilà, admirateur de Daesh, je crois que la photo parle d'elle-même. Celle-ci représente un djihadiste s'apprêtant à exécuter un prisonnier. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est les photos de vacances. C'est comme ça qu'il les présente. Et ça, c'est un matraque cloutée que l'un d'entre eux a dans son coffre de voiture parce qu'il a peur, le pauvre, de se faire agresser. Au fil des années, certains membres du groupe ont changé de look et adoptent la longue barbe des salafistes. Aujourd'hui, à Lunel, l'imam menacé de mort n'a toujours pas été remplacé. À la mosquée, les fidèles confirment à demi-mot cette affaire. C'est des erreurs de jeunesse, on va dire. C'est des erreurs de jeunesse. Hein. Tout le monde fait des erreurs. Ils sont tous là, ils font la prière avec nous et tout. Ils ne sont pas méchants. Simplement, ils ont fait une erreur, simplement. C'était des petites tensions entre nous. Le président de l'association qui gère la mosquée, Benaïssa Abdelkaoui, lui aussi minimise les faits. Peut-être il y avait un malentendu, changement de parole, et puis après, au-delà, ça allait plus loin. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va lui faire du mal ou à qui que ce soit. Tout juste élu, il ne veut pas faire de vagues. Il prétend qu'il n'a pas de salafistes chez lui. Mais si vous voulez confirmer qu'il y a des radicaux, qu'il y a des salafistes, qu'il y a tout, moi, je n'ai pas remarqué. Et si je les vois, écoutez, il y a un travail à faire après. Selon la version officielle du président, les jeunes auraient gentiment demandé le départ de l'imam, car il ne parlerait pas bien français. C'est-à-dire que les jeunes, ils avaient du mal à comprendre, ils veulent un imam qui leur traduit en français, et puis après, ils ont demandé ça, ça n'a pas marché. C'est difficile de trouver un imam qui parle les deux langues, l'arabe et le français. David Memdel, l'avocat de l'imam, n'est pas du même avis. On dit qu'il ne fait aucun effort, qu'il ne parle pas bien le français. Il a passé un diplôme le 8 juin 2011. Il a reçu un diplôme d'études en langue française. Ce qui est quand même pas la démonstration du fait qu'il ne parle pas un mot. À l'heure de la prière, un de ses fidèles qui a commis une erreur de jeunesse et aurait menacé de mort l'imam arrive à la mosquée. Il accepte de s'expliquer. Jusqu'à preuve du contraire, il est resté 5 ans, il n'a pas fait aucun effort pour apprendre le français. Je lui ai fait une remarque et il a mal pris. Il dit quand même que vous l'avez menacé de mort, que vous avez menacé de brûler sa femme, etc. Ça, c'est complètement faux. Je ne sais pas comment il a fait pour entendre ces propos de ma part, en sachant qu'il ne parle pas le français. Il y avait 150 personnes et il y avait un brouhaha avec le vacarme ambiant autour. Je ne comprends pas comment il a pu entendre ces phrases qui viennent de moi. Il y a bientôt un imam qui va arriver
qui parle français, qui a fait ses études en France. C'est quelqu'un qui connaît bien la France et qui connaît l'histoire de France, qui connaît les valeurs françaises, voilà, avec qui on va pouvoir discuter. Karim accuse l'imam de calomnie. Il affirme que ce dernier aurait fait remarquer, à tort, la radicalisation de certains jeunes comme lui. Il m'a assimilé à quelqu'un qui était pro-djihad, c'était quelqu'un qui voulait un imam de Daesh. Voilà. Et moi, simplement que c'était des petites tensions entre nous, c'est tout. Non, mais c'est. Ouais, dire, moi, voilà, ça faisait quelques mois je ne priais plus derrière lui et que j'assistais pas à ses prêches. Et voilà l'accusation comme elle est tombée. Ouais, mais lors de la perquisition des policiers, ils ont trouvé une matraque avec des clous, etc. Ouais. Tout le monde n'a pas ça dans son coffre quand même. Ouais, c'est comme avoir un tournevis. Selon nos informations, plusieurs fidèles de la mosquée sont sous surveillance et font l'objet d'une fameuse fiche S pour radicalisation. Mais Karim, lui, affirme n'avoir rien à se reprocher. Et avec tout ce qui se passe en France, si ils avaient un petit soupçon sur moi, je ne serais pas en train de vous parler. Je serais en train d'être en prison. Je serais en prison. À Lunel, malgré la polémique sur les menaces de mort, toutes les personnes que nous avons rencontrées ont condamné les attentats. C'est des abrutis, ça, ils n'ont rien dans la tête. À 1 heure de route de Lunel, au nord d'Avignon, la ville de Bolène. Ici, les salafistes ont réussi à prendre le contrôle de la mosquée. Suite à un conflit virulent, les musulmans modérés ont été contraints de trouver un autre lieu de culte. Ils ont donc ouvert une nouvelle mosquée. Problème, elle est illégale, car elle est située à proximité d'une centrale nucléaire, au fond d'une zone industrielle. Normalement, ici, tout rassemblement supérieur à 20 personnes est strictement interdit. Monsieur Touzani, le président de l'association qui gère la mosquée clandestine, a accepté de nous ouvrir ses portes. Seule condition, ne pas filmer l'extérieur du bâtiment. Aujourd'hui, avant le prêche de l'imam, il a un message à faire passer aux fidèles. Mes chers frères, aujourd'hui nous avons un discours à vous tenir en langue française concernant les événements qui ont eu lieu. Nous sommes tous concernés par ce drame. D'une part, parce qu'à l'instar de tous les citoyens français, nous sommes des cibles potentielles de ce genre de tuerie aveugle. Il est évident que l'ensemble des musulmans de France dénoncent sans équivoque ces attentats tragiques et se démarquent de l'idéologie qui nourrit les auteurs de ces actes inqualifiables. Nous, musulmans de France, sommes des citoyens français à part entière, faisant partie intégrante de la nation et solidaires de l'ensemble de la communauté nationale. Nous, musulmans de France, proclamons notre adhésion totale aux valeurs de la République. Amin. Et je vous remercie. Si on parle de ces attentats, c'est un crime contre l'humanité qui a été mené. Et il faut éradiquer ça. Il faut vraiment que Daesh soit radiqué, éliminé, qu'il ne fasse plus partie de cette terre. Après la prière, c'est dans un parc loin des tensions entre les mosquées que le président des modérés de Bolène accepte de nous en dire un peu plus sur les raisons profondes de la discorde. Lorsqu'on avait un imam modéré qui dirigeait cette prière, il se faisait chasser. Donc soit par la violence, soit par des injures, soit, comme je vous l'ai dit, de se retrouver avec ses 4 roues de voiture crevées. Il y a eu des bagarres, il y a eu une personne qui s'est fait casser le nez là-bas, il y a eu pas mal de choses, donc il y a eu quand même de la violence. Et souvent, ces jeunes, pour s'exprimer, quand vous voulez avoir un dialogue avec eux, ils vous mettent au milieu, ils vous entourent. Et là, automatiquement, vous avez une peur qui s'installe, puisque rien que leur aspect, de grosses barbes et tout, ça fait froid dans le dos, quoi. Pour le président des modérés, il est grand temps de faire le ménage. Il faut nettoyer les mosquées où il y a les salafistes, il faut nettoyer les mosquées où il y a des discours radicaux. Il faut que l'État prenne vraiment en main cette situation et ne s'arrête pas à l'état d'effet d'annonce, mais passe à l'acte. Et les musulmans sont derrière eux pour les appuyer et on veut que ce soit nettoyé. Le président de la mosquée officielle de Bolène a lui aussi accepté de nous recevoir. Un vendredi, jour de la grande prière. Pour Zouahir Yachi, la scission n'aurait rien à voir avec la religion. Ces gens-là, ils ont été pris certainement dans leur honneur, dans leur ego, et ils ont voulu fonder une deuxième mosquée. Et qu'est-ce que je voulais que vous dise, moi, ça me concerne plus. Celui qui se sent bien, il reste. Celui qui ne se sent pas bien, il fait sa prière, il s'en va, il rentre chez lui. C'est facile d'accuser quelqu'un de salafiste, de ceci, de cela. Moi, je vous dis, à un moment donné, on est contre ces terroristes. C'est Daesh, c'est, comment ça s'appelle, c'est Al-Qaïda, c'est des Khawarij, c'est des Kifiriyin. On est contre ça. Point. Maintenant, à partir de maintenant, ces gens qui nous accusent
Si on était si méchant que ça, je ne crois pas qu'on serait encore ici, où il y a un moment qu'on nous aurait mis là où il fallait et pas ici. On n'est pas tout ça, on n'est pas des... C'est leur choix. Aujourd'hui, il ne reste ici que les fidèles qui pratiquent un islam rigoriste, le salafisme. Mais le président de la mosquée refuse l'amalgame avec les terroristes. On dénonce ces barbares et on dénonce ces intégristes. Celui qui va tuer des gens attablés, quand ils discutent, quand ils font rien, c'est ça un héros? C'est un lâche, tout simplement. C'est des gamins, ça peut être mon fils, ça peut être mon fils, parce qu'ils ont l'âge de mes enfants. Mais j'en chope un, je le plaque au djihad. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, djihad. Dans la salle de prière, une cinquantaine de fidèles est rassemblée pour écouter ce jeune imam. D'abord en arabe, puis en français. Comme chez les modérés, le prêcheur condamne fermement les actions de Daesh. Cette organisation égarée a fait du meurtre, des attentats et de la corruption un but à atteindre. Nous annonçons ouvertement que nous condamnons ces actes criminels en tout lieu et en tout temps et en tout pays. La prière terminée, devant notre caméra, les fidèles s'en tiennent à la version officielle donnée par l'imam. C'est triste de voir ce qui se passe à Paris au nom de l'islam, alors que tous les musulmans salafis se désavouent de cela. Daesh, c'est un terroriste. C'est des terroristes, en fait. C'est un secte. C'est un secte qui parle d'islam, qui dit c'est des musulmans, mais en fait, c'est en dehors de l'islam. Ils font contre l'islam. La fréquentation de certaines salles de prière salafistes entraîne quelquefois des conséquences terribles. À Sevran, en banlieue parisienne, Véronique et Thierry pleurent aujourd'hui le départ de leur fils pour la Syrie. On avait une famille, une photo de baptême. Et donc on avait fait une fête et j'ai toujours fait des albums pour les enfants que je leur remets quand ils sont adultes. Voilà. Ces Français catholiques ont assisté impuissants à la conversion à l'islam, puis à la radicalisation de leur fils Félix, 22 ans. Pourtant, dans sa vie, tout allait bien. Il était amoureux et venait de décrocher un diplôme de niveau Bac+3. C'était aussi un sportif. Il y a surtout ici des choses qui lui appartenaient. Un ballon de football américain, des casquettes. C'est cruel pour moi de retirer ses affaires parce qu'il n'est pas mort. Et je me dis, si je m'attends des fois à ce qu'il sonne à la porte, qu'il revient, quoi. Et parfois, vous en parlez un peu au passé. Il était. Bah oui, forcément. C'est une autre personne maintenant. Bah oui. Ouais. C'est lui et c'est une autre en même temps. On nous a volé notre fils. On est forcément changé. On nous l'a volé. Ça, c'est vraiment très important. Et on nous l'a volé. Et ce sont les radicaux qui sont ici, sur le territoire français, qui nous l'ont volé. Parce qu'il n'est pas parti comme ça. La radicalisation qui s'est faite, elle s'est faite ici, elle ne s'est pas faite en Syrie. Félix fréquentait les milieux salafistes. Tout est allé très vite. Il est parti en Syrie 1 an et demi après sa conversion. Pendant ce court laps de temps, les radicaux ont tout fait pour le couper de son ancien monde, et notamment de sa citoyenneté. Un jour, ses parents ont retrouvé ce tract dans ses affaires. C'est bien marqué « Préserve ta foi, ne vote pas ». C'était un tract aussi qui était distribué sous le manteau au marché de Sevran. C'est-à-dire que des religieux incitent la population à ne pas voter? Absolument. Oh, plus que ça, moi je trouve que c'est la chose la plus grave, puisqu'ils ne respectent même pas la République quand on a ça. Et moi je regrette d'avoir à dire aussi... Voter, c'est plus grave que tuer, c'est ce qui est écrit. C'est plus grave que tuer. C'est signé du Coran. Et en plus, derrière, ce qu'il y a de pire, c'est qu'on a toutes les justifications, les sourates qui sont inscrites dans le Coran qui permettent de justifier ça. Peu à peu, Félix se laisse pousser la barbe. Il s'éloigne de sa famille et envisage même de ne pas participer au repas de Noël. Et il nous dit, je ne viendrai pas au repas ce soir, je viendrai demain parce que Noël, ça ne veut plus rien dire pour moi. Et là, on lui dit, mais c'est un repas de famille, c'est pas un repas religieux, on ne va pas prier Jésus, on ne va pas à la messe de minuit, tu restes, tu n'as pas le choix. Et là, il dit, je vais demander conseil, je reviens. Et donc, il revient et il dit, c'est bon, j'ai l'autorisation. Ah bon? Super, bah écoute, oui, bah c'est normal. Il dit oui, parce qu'on m'a dit, et c'est écrit dans le Coran, c'est vrai, tu respectes ton père et ta mère. Cet incident achève d'inquiéter Véronique, qui se tourne alors vers des spécialistes. On pensait qu'il était dans une mauvaise pratique. Et moi, j'allais à la Grande Mosquée de Paris demander conseil. Et on vous a aidé? On m'a dit, il est sur le fil.
C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, ses parents se sentent révoltés. Ils accusent en premier lieu les religieux de ne pas les avoir aidés, mais aussi de s'être tus trop longtemps avant de condamner. Moi, je suis content quand même qu'en ce moment, les musulmans de France, là, ici, j'ai vu ça hier soir, commencent à se réveiller pour dire stop, c'est pas notre islam, ça nous ressemble pas. Mais ce mea culpa, je dirais très tardif, est un peu tardif, extrêmement tardif. Moi, je me souviens encore en 2013, fin 2013, où toutes les associations musulmanes de France refusaient de se prononcer sur nos enfants qui partaient déjà en Syrie. Alors, ils refusaient non seulement de parler, les seuls qui parlaient disaient « on n'a pas à prendre position ». Mais si, il faut prendre position. Mais il fallait prendre position parce que en ce moment, on voit le résultat. Bah oui, et ça le se résultat est carrément eux. catastrophique. Ça se retourne contre eux. En plus, ça se retourne contre eux, oui. Pour ses parents, la tragédie du vendredi 13 novembre aurait pu être évitée si l'État et les responsables de l'islam de France avaient pris conscience des dangers de l'islam radical. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française, le Stade de France. Car c'est cette voie, bien connue des services de renseignement, qui a revendiqué les attentats. Celle de Fabien Klein, un Français depuis longtemps converti au djihadisme, un proche de Mohamed Merah et de son frère Abdelkader. Cette attaque n'est que le début de la tempête. En entendant cette revendication, chez elle en province, cette femme est sous le choc. Elle a reconnu la voix du mari de sa fille, Mylène. Je l'ai écouté. Les propos qu'il a. Et c'est sûr, c'est lui. Je sais que c'est lui. Parce que ma petite fille est née un peu la même voix que son père. Et là, vous vous dites, c'est pas possible. Pas possible. Entre Fabien et Mylène, tout commence à l'école primaire. Au centre de la photo, c'est Fabien, petit garçon d'origine réunionnaise. Et juste en dessous, avec la frange, c'est Mylène. Ils ont 7 ans et 8 ans. Ils sont dans la même classe de CE1. En primaire. Et puis après, ils se sont revus. Elle avait pratiquement 18 ans, je pense, à peu près. Oui, 18 ans peut-être. C'était ma fille avec laquelle j'étais la plus proche. Vous disiez une fille gentille? Ah oui, mais elle est toujours gentille. C'est en 2001, influencé par des proches de Fabien, que le couple se convertit à l'islam. À la naissance de leur premier enfant, ils plongent dans un salafisme radical. Mylène, jeune fille plutôt classique, se métamorphose. Elle s'est voilée, je pense que la petite avait 6 mois. Voilée en noir. Ça, vous l'avez vu vous-même, votre fille voilée en noir? Ben oui, elle a toujours été voilée en noir. Tout le temps. Elle venait à la maison voilée, elle se dévoile quand elle est rentrée, s'il n'y a pas d'homme. Et votre réaction, vous, la première fois? La première fois, on refusait. Donc c'est difficile, mais les premières fois, on la faisait rentrer par le sous-sol où on habitait avant. Je voulais pas la voir. Donc je lui disais, tu te déshabilles dans le sous-sol et tu montes. Puis après, on s'y fait. On se dit, elle est là, c'est bien. Elle nous a reproché de l'avoir baptisée. Puis après, ça a amené plein de conflits. Enfin bon, des fois, ça passait pas bien, donc on la voyait pas pendant un certain temps. La mère de Mylène veut absolument garder le contact avec sa fille. Mais avec son gendre, c'est la rupture. Je l'ai aperçu des fois au loin, parce que quand ma fille venait et puis qu'il attendait dans la voiture, il était hors de question qu'on le voit, donc il partait. Parce que lui-même ne voulait pas vous voir? Non, c'est nous. Non, c'est toujours nous, c'est pas lui. On a perdu la famille, des amis, à cause de tout ça. Notre fille voilée, en plus, non. Donc ça a amené beaucoup de problèmes. À cette époque, le couple quitte la Normandie
et s'établit dans l'un des principaux foyers de l'islam radical en France, le quartier du Mirail à Toulouse. Désormais, Fabien se fait appeler Omar. Avec son frère Jean-Michel, converti lui aussi, il s'installe dans des appartements près de la mosquée. Pour vivre, ils vendent des Korans. Ensemble, ils vont convertir à tour de bras. Sur sa page MySpace, il se fait appeler le rappeleur et met en ligne un rap aux paroles prémonitoires. Attention à la mort, bien n'importe quand, il faut se préparer. Beaucoup de remords pour les non-pratiquants qui se sont égarés. En 2004, le couple s'installe quelque temps chez un prédicateur salafiste, Olivier Corel. D'origine syrienne, cet islamiste a francisé son nom. De nombreux extrémistes toulousains viennent régulièrement le voir. Il vit dans un hameau d'une dizaine de maisons, à Artigat, en Ariège. Fabien Klein devient l'animateur de cette cellule. Fabien Klein a joué un rôle très important dans cette cellule d'Artigat, qui était un rôle de recrutement. Aller chercher ces jeunes qui étaient un peu perdus pour certains, qui avaient pour d'autres un petit casier judiciaire de droit commun, et leur inculquer son message, qui était un message du djihad, un message de fondamentaliste, et c'est comme ça qu'il s'est créé une petite armée, relativisons, hein, ce n'étaient pas des centaines de jeunes hommes, mais en tout cas quelques jeunes garçons qui ont grandi depuis et qui l'ont suivi comme un chef de guerre. C'est le cas du clan Mera, Abdelkader, Mohamed et leur demi-frère, Sabri Yessid. Des fréquentations confirmées par cette note des renseignements généraux en 2006. Abdelkader Mera fréquente la salle de prière du foyer Sonacotra et Bellefontaine de Toulouse, deux lieux de rencontre du groupe Omar Klein. Ce groupe, ce sont les recrues de Fabien, alias Omar Klein. Il pousse certains jeunes à partir faire le djihad en Irak contre les Américains. Parmi eux, le demi-frère des Mera. Sabri Yessid quitte Toulouse, mais il n'arrivera jamais à Bagdad. Il est arrêté à la frontière syrienne avec d'autres Toulousains qui tentaient de rejoindre Al-Qaïda. Tout le groupe de Fabien Klein est alors démantelé. Nous évoquions hier soir le démantèlement d'une cellule de recrutement djihadiste pour l'Irak dans le sud-ouest. Plusieurs des personnes interpellées sont des convertis. Les premières déclarations des gardés à vue sont inquiétantes. Ils considèrent le djihad comme la seule voie pour éliminer les mécréants et estiment que certains de leurs camarades arrêtés en février étaient prêts à passer à l'acte en France. Du côté de Toulouse, les perquisitions s'enchaînent. C'est incompréhensible, je veux dire, mon mari c'est quelqu'un qui... Il n'y a rien de plus simple et on n'a rien à se reprocher. Y compris chez Fabien et Mylène Klein. Au bout d'un moment, les policiers forcément sont venus chez eux. Ils sont rien trouvés, hein. Heureusement d'ailleurs. Lui, je m'en fiche, mais c'était ma fille. Rien. Ils ont été entendus chacun de leur côté, ce qui est normal. Notre fille, elle n'a rien à se reprocher, rien. Elle nous a dit qu'il n'avait rien fait, juste hébergé de jeunes qui n'avaient pas où dormir pendant quelque temps. Mais ces jeunes étaient suivis par la police. Fabien Klein est condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il purge sa peine à Fleury-Mérogis, quand en 2009, son nom apparaît dans une enquête sur des menaces d'attentat. Elle vise déjà le Bataclan. À cette époque, la précédente direction de l'établissement organise tous les ans un concert de soutien en faveur de la police des frontières israélienne. Et cela déplaît à certains. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que cette provocation elle a lieu. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que beaucoup de jeunes dans nos quartiers veulent réagir. C'est un message qui s'adresse d'abord aux propriétaires du Bataclan.
vous assumerez les responsabilités de vos actes. En prison, Fabien Klein est resté en contact avec Mohamed Merah. Et lorsque ce dernier commet ses tueries en mars 2012 à Toulouse, Klein termine sa peine. En 2014, 2 ans après sa sortie de prison, Klein, sa femme et leurs 3 enfants disparaissent du jour au lendemain. Et moi, je suis allée faire une disparition inquiétante. Et puis, le hasard, le jour où je suis allée, c'est coïncidence. Je reviens le soir, j'étais très fatiguée, il était plus de 20 heures. Je dîne au bout de ma table en mettant les infos, et puis mon ordi est allumé. Et je la vois connectée. Mais je me dis, mais c'est une histoire de fou, ça. Je viens de la police, elle est là, j'ai peut-être fait une grosse bêtise. J'aurais peut-être pas dû. Et elle me met, je te téléphone dans 10 minutes. Et elle m'a appelé. Je dis, mais tu te rends pas compte? J'étais inquiète, on est inquiet. Oui, bah c'est bon, bah là je t'appelle, t'es peut-être inquiète. J'ai eu du mal à la reconnaître par contre, parce que Mylène est très très douce. En fait, Mylène et sa famille ont rejoint les rangs de l'État islamique. Ils sont en Syrie. Elle a dit qu'elle était arrivée avec les enfants. Vous savez où en Syrie? Vous avez une idée? Non, ça on sait pas, elle peut pas dire. Je lui ai demandé de revenir. Il fallait qu'elle revienne, elle ne pouvait pas me laisser toute seule, elle ne pouvait pas faire ça. Elle m'a répondu que non. C'était un sans retour. En Syrie, dans la zone contrôlée par l'État islamique, Klein a reconstitué son clan. Autour de lui, son frère Jean-Michel, Sabri Essid, son ami, et un certain Abdelhamid Abaoud, impliqué dans les attentats du 13 novembre dernier. Fabien Klein avec Abdelhamid Abaoud, eh bien, ils se sont connus en Belgique, plus particulièrement à Molenbeek, qui est ce fief de djihadistes. Ils ont travaillé ensemble à Raqqa, dans un centre d'entraînement dont on dit que les djihadistes les plus endurcis eh bien, étaient entraînés au maniement des explosifs, au maniement des armes, pour ensuite eh bien, devenir des commandos qui iraient frapper soit en France, soit en Belgique, dans des zones francophones. C'est depuis la Syrie qu'Abaoud et Klein coordonnent des attaques à répétition contre la France et la Belgique. Mai 2014, le musée juif de Bruxelles. Avril 2015, l'attentat manqué de Villejuif. Puis en août dernier, le Thalys. Et enfin, les 4 attaques simultanées contre Paris. Abdelhamid Abaoud a été abattu mardi dernier lors de l'assaut à Saint-Denis. Fabien Klein, lui, menace toujours. Nous ne sommes pas à Paris, mais à Bruxelles. En état d'urgence depuis hier. Station de métro fermée, une capitale belge au ralenti. Les risques d'attaques terroristes sont majeurs. Depuis plus de 10 jours, toute la ville vit au rythme des rebondissements de l'enquête sur les attentats parisiens. Et notamment un quartier où l'on se sent particulièrement concerné par les événements, Molenbeek-Saint-Jean. 3 jours plus tôt, plusieurs milliers d'habitants sont venus rendre hommage aux victimes sur la place principale de Molenbeek. Signe de paix dessiné sur le sol, bougies allumées, émotion. Ça me fait très très mal. Il y a 129 personnes qui sont mortes, ça fait mal, monsieur. Très très mal. Mais tous sont aussi là pour défendre l'image de leur quartier, sous les feux de l'actualité depuis plusieurs semaines. Molenbeek est considéré depuis longtemps comme une base arrière du djihadisme européen. C'est pour dire que Molenbeek, c'est ma commune où je suis née, que j'aime. C'est pas tout le Molenbeekois qui font des bêtises, non. Il y a des gens bien, il y a des gens travailleurs, il y a des gens qui sont sérieux, il y a... Des musulmans qui, ce soir-là, dénoncent les actes atroces commis par d'autres musulmans qui, pour certains, venaient de leur quartier. À commencer
par l'un des organisateurs des attentats de Paris. Il s'appelait Abdelhamid Abaoud, surnommé Abou Omar al-Belgiki. Tué lors de l'assaut du raid à Saint-Denis il y a 5 jours. 3 ans plus tôt, ce jeune Belge était le fils d'un épicier du quartier. Il a 27 ans lorsqu'il décide début 2013 de rejoindre Daesh en Syrie. Sur ces images récupérées dans son téléphone portable, il se filme, lui et ses sinistres compagnons d'armes, comme une bande de potes en vacances. Mais leurs actes sont très vite d'une barbarie insoutenable. Au départ, dans l'organisation de Daesh, comme de nombreux Européens qui rejoignent les fanatiques islamiques, Abaoud et ses copains belges s'occupent des basses besognes. Ce sont les nettoyeurs chargés de faire disparaître les preuves des exactions, comme ces corps décapités, sans aucun respect pour les morts. On doit les enterrer de toute façon. On doit les enterrer. Certaines victimes étaient des rebelles qui se battaient contre l'armée syrienne, tout comme Abaoud et ses djihadistes. Voilà les gens qui nous tuaient. Ils nous combattaient car nous voulons appliquer la charia d'Allah. Ils combattaient pour la démocratie, pour la laïcité. Ils combattaient pour l'argent. Ils ont été fouillés vite fait. Il faut regarder les poches derrière. On dirait que ça fait... C'est Abaoud qui donne les ordres à ses complices. Mais la plupart des victimes ici étaient des civils tués par Daesh, comme dans cette maison où un adolescent s'apprêtait à mettre la table pour la famille. Tous étaient musulmans. Qu'Allah nous donne une belle mort. Allah, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de mourir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qu'il y a de plus moche et de plus mauvais de mourir pour une autre cause que celle d'Allah? On a fait des morts parmi les adas d'Allah. Takbir! Allahu Akbar! Très vite, Abaoud monte dans l'organisation islamique et commence à développer ses réseaux pour attaquer la France. Tout naturellement, il se tourne vers ses connaissances rencontrées à Molenbeek. C'est ainsi qu'il recrute pour les attentats de Paris 3 islamistes belges. Bilal Hadfi, le plus jeune des kamikazes qui se fait exploser à côté du Stade de France. Brahim Abdeslam, qui déclenche son gilet explosif dans un restaurant du boulevard Voltaire. Et son frère Salah, qui aurait tiré sur les clients d'un autre restaurant parisien, toujours en fuite alors qu'il est. Les 2 frères exploitaient ce bar de Molenbeek, fermé quelques mois avant par les autorités belges pour trafic de drogue. Cela fait maintenant plusieurs années que toute une génération d'islamistes fanatiques a pris naissance ici. Mais que se passe-t-il donc en Belgique? Comment cette banlieue de Bruxelles s'est-elle transformée en base arrière du terrorisme islamique? Molenbeek-Saint-Jean, le quartier le plus populaire de Bruxelles, mais aussi l'un des plus pauvres du pays. Ici, près de 40% des jeunes sont au chômage. 100 000 habitants, dont une immense majorité de musulmans. Une population immigrée arrivée dans les années 60. Essentiellement des Marocains et des Turcs. La ville avait besoin de main-d'œuvre pour ses industries. À l'époque, quelques mosquées sont créées. En 1974, l'islam est même reconnu comme l'une des 7 religions officielles du pays, bénéficiant ainsi de subventions d'État. Mais ce qui va créer le terreau de l'islamisme, c'est une décision du roi des Belges. Après le premier choc pétrolier, le pays a besoin de sécuriser son approvisionnement en pétrole. En échange de garanties, le roi Baudouin confie les clés d'un bâtiment historique au roi d'Arabie Saoudite pour qu'il y implante la plus grande mosquée du pays, en plein cœur de la capitale. Elle est ouverte en 1978, en présence des rois des 2 pays. Le roi Khaled a profité de son séjour en Belgique pour inaugurer le nouveau centre islamique qui se trouve dans cette grande mosquée de Bruxelles. Centre édifié grâce à une aide substantielle de l'Arabie Saoudite. Dès lors, les Saoudiens vont diffuser un islam radical qui va s'insinuer petit à petit dans la vie quotidienne des musulmans de Belgique, en particulier à Molenbeek. C'est ce qu'ont observé Hamid Benichou, un policier installé dans ce quartier dans les années 70,
et Khalil Zegandi, ils ont fondé ensemble une association pour un islam de Belgique. L'erreur que la Belgique avait faite dans les années 70, c'est de donner à l'Arabie saoudite la gestion de l'islam belge. Alors que l'on sait que c'est le wahhabisme qui est à l'origine d'Al-Qaïda, qui est à l'origine de la radicalisation, du discours radical. La religion commence à prendre du poids, et dans les familles, et dans les mosquées. Dans les mosquées, en les traitant de mécréants, vous avez quitté votre religion, vous n'êtes pas des bons musulmans, et un bon musulman, il doit pas autoriser sa femme à sortir, sa femme ne doit pas mettre des jeans, sa femme doit se conformer, cela peut dire porter le foulard, porter le hijab, etc., etc., etc. Si elle doit sortir, elle doit demander la permission à son mari. Donc tout s'articule autour de la femme et autour des enfants. L'éducation musulmane, nous devons apprendre le Coran, etc., etc. Presque 40 ans plus tard, c'est toujours l'Arabie saoudite qui contrôle cette mosquée. Le directeur des lieux, ce Saoudien, profite ici d'une liberté de culte que son propre pays est bien loin de permettre. C'est un formidable pays. On est libre grâce à Dieu. Et on pratique notre religion dans un endroit libre et sûr. Merci au gouvernement de Belgique pour cette chance. Sous les ordres du directeur saoudien, Abdelkader Damichi, un Belge d'origine marocaine. Il est en quelque sorte un chef de service. Comme dans une entreprise, il dispose d'un grand bureau avec ordinateur. Son travail dans la mosquée est écrit sur sa porte, s'occuper des conversions à l'islam. Il y en aurait eu 600 l'an dernier. Dans les couloirs, il croise des collègues venus de pays qui eux aussi pratiquent des islams très rigoristes. L'imam indonésien. Au rez-de-chaussée, dans la salle de prière, c'est encore une autre nationalité. Non, ça c'est un imam pakistanais. Oui, c'est un imam pakistanais. Donc c'est lui qui s'occupe de l'appel à la prière. Ici, donc il y a un des imams saoudiens. Ces imams saoudiens, ce sont ceux qui, d'après Abdelkader, attirent jusqu'à 2000 fidèles pour la grande prière du vendredi. Donc ça c'est Hassan al-Ahdal, c'est un des imams. Salam alaikum. C'est un des imams qui nous vient de la Mecque. Oh, tu vas bien? La santé? Astaghfirullah. Tu vas bien, Allah. Donc on a des personnes qui nous viennent de Bruxelles, donc des alentours de la périphérie. On a de Mons, de Charleroi, de Lille, de Maubeuge. Pas mal d'amis aussi qui nous viennent de Lille. Ce qu'on trouve ici et qui n'existe pas dans les autres mosquées, on a un imam qui nous vient de la Mecque. Et les gens, quand ils viennent ici à la mosquée, en tout cas au centre islamique, ils ont cet esprit, cette image de la Mecque, un imam qui nous vient de la Mecque et les prières de la Mecque. C'est pour ça que donc, la lecture, la méthode de la lecture, elle est pareille que celle de la Mecque. Donc la mosquée sainte de la Mecque. Alors à quoi ressemble cet islam saoudien de puriste ? Est-ce celui qui prône le djihad qui a déjà attiré plus de 600 jeunes Belges en Syrie? Nous avons posé la question à Abdelkader lors de notre tournage en juillet dernier, bien avant les attentats de Paris. L'islam, c'est une religion qui appelle les gens au respect, à l'amour et à la tolérance. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, on ne peut pas appeler ça du djihad, c'est du n'importe quoi. Si aujourd'hui la parole paraît bien calibrée, le discours était encore tout autre il y a quelque temps. En 2012, ce Saoudien dirigeait la grande mosquée. Il s'appelle Khalid Al-Abri, filmé ici lors d'une conférence au Parlement européen. Il a fini par être expulsé en catimini par le gouvernement belge, car la teneur de ses prêches dépassait les bornes, comme l'avait constaté plusieurs fois Karim, un fidèle. Son discours était un discours salafite, anti-juif, anti-ci, anti-là. Il n'allait pas jusqu'à la désobéissance des lois belges, mais pas loin. Supériorité de l'islam salafite sur tout le restant, quoi. Plus que radical. C'était des prêches politiques. En quasiment 40 ans de présence, cet islam saoudien a eu le temps de faire des petits un peu partout dans Bruxelles, et notamment à Molenbeek. Dans ce quartier qui regroupe l'une des plus importantes communautés musulmanes du pays, les mosquées se sont multipliées.
On en compterait une vingtaine ayant pignon sur rue, plus une quarantaine de salles de prière dans des caves ou des appartements. Cette multiplication des lieux de culte est une aubaine pour les recruteurs de djihadistes, beaucoup plus radicaux encore que les imams saoudiens. Leur tactique de recrutement, graviter autour des mosquées, comme nous l'expliquent des spécialistes de l'islam. Ce sont des petits groupes qui vont justement être présents à la sortie des mosquées, qui vont distribuer des tracts, des flyers, en mettant justement en cause la légitimité de la mosquée, en cause le discours de l'imam. Et c'est là que le choc va se produire quand des prédicateurs radicaux vont commencer à radicaliser des petits jeunes qui vont se retourner contre leurs parents en leur disant « mais l'islam que vous pratiquez, c'est vraiment pas l'islam, quoi. C'est un truc européanisé, démocrate, vous buvez un coup, vous fréquentez des femmes pas voilées, etc., etc. » Et donc on va voir là un autre aspect qui va se greffer, c'est un conflit de génération et quelque part une révolte aussi d'adolescents, quoi, par rapport à leurs parents. Sauf que là, le drame, c'est qu'ils sont encadrés par des islamistes radicaux. Ces structures islamistes, qui s'implantent ainsi à Molenbeek, sont à l'origine de toute une série d'attentats ces 10 dernières années. 11 mars 2004, plusieurs explosions à la gare de Madrid font 192 morts et près de 2000 blessés. Un acte perpétré par Hassan El Aski, un Marocain qui a vécu un temps à Molenbeek. 24 mai 2014, Mehdi Nemmouche, un islamiste de Molenbeek, ouvre le feu à la Kalachnikov dans le musée juif de Bruxelles, faisant 4 morts. Quelques semaines après les attentats de Charlie, à Verviers, dans l'est de la Belgique, la police démantèle une cellule terroriste qui projetait de tuer des policiers. Leur chef venait de Molenbeek. 21 août 2015, les passagers d'un Thalys entre Amsterdam et Paris sont attaqués par Ayoub El Kazani. Il séjournait régulièrement à Molenbeek. Sa tentative, déjouée par les passagers, ne fait que 2 blessés. Il est aujourd'hui détenu en France. En parallèle, Molenbeek et le reste du pays fournissent aussi des dizaines de djihadistes envoyés en Syrie. Rapporté au nombre d'habitants, la Belgique est de tous les pays d'Europe le plus gros pourvoyeur de combattants de l'armée islamique, causant des drames dans de nombreuses familles. Palais de justice de Bruxelles, début novembre. Le scénario du recrutement, c'est exactement ce qu'a vécu Salia Ben Ali avec son fils. En août 2013, il quitte le giron familial et rejoint les troupes de Daesh. Il s'appelait Sabri, il avait tout juste 19 ans. 5 mois plus tard, un appel téléphonique annonce à Salia qu'il est mort au combat. Aujourd'hui, elle n'aurait manqué ce rendez-vous avec la justice pour rien au monde. Comme on dit chez nous, alhamdoulilah, je me sens bien, je me sens forte et je me sens prête à défendre la mémoire de mon fils. Les recruteurs qui ont envoyé son fils se faire tuer vont être jugés. C'est toute une filière de 14 personnes qui se trouve dans le box des accusés. Avant d'être approché par ces gens, Sabri était loin d'être un musulman très pratiquant. Mon fils a fortement changé en l'espace de 3 mois de temps. À cette époque-là, personne n'en parlait en public de ces questions, des changements radicaux, des changements de comportement, on n'en parlait pas. On savait que des jeunes partaient en Syrie, mais on ne savait pas comment ça se passait. On ne parlait pas des recruteurs, on ne parlait pas des possibilités d'être endoctriné. Donc moi, mon fils, quand il a commencé à me tenir un certain discours assez extrémiste et non tolérant, je m'inquiétais. Donc j'ai été voir des amis et des connaissances religieuses qui m'ont dit « mais pourquoi tu t'inquiètes? C'est ça l'islam? Ton fils a juste décidé de faire l'islam correctement. » Donc il y avait 2 imams de mosquée, un professeur de religion islamique et des amis qui s'y connaissent un peu mieux que moi dans la religion. Et ils m'ont dit finalement, tu préfères quoi qu'il tombe dans la délinquance? Et mon fils, en 3 mois de temps, donc il s'est retrouvé en Syrie. Dans 2 semaines, Salia connaîtra le jugement réservé aux recruteurs du djihad. Cette filière de Molenbeek ferait partie d'un réseau de recrutement s'étendant à toute la Belgique. Un réseau dirigé par l'un de ces groupuscules ultra-radicaux que l'on voit ici en pleine action
en train de distribuer ouvertement des tracts dans la rue. Son nom, Sharia for Belgium, une cinquantaine de fanatiques ultra-religieux qui affichent des intentions très claires. Préparez-vous à déménager parce que les musulmans sont restés ici et sont venus ici pour rester. L'islam est venu ici pour rester et ici venu pour dominer. À sa tête, Fouad Belkacem, 32 ans, déjà condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Ce provocateur d'origine marocaine est prêt à tout pour faire parler de lui. Ne croyez vraiment pas qu'on a un gramme de respect pour vous ou pour votre style de vie ou pour votre manière de penser ou votre système. On a notre religion qui est supérieure à votre religion. On a notre système qui est supérieur à votre système et on a nos valeurs qui sont supérieures à vos valeurs. Ce groupe serait responsable du recrutement de dizaines de jeunes Belges envoyés en Syrie pour faire le djihad. Son chef est finalement arrêté avec ses complices. Et en octobre dernier, la justice a ouvert leur procès sous haute sécurité. Ce procès, Osana Rodriguez en attend beaucoup. Cette Brésilienne, installée en Belgique depuis plus de 25 ans, fait partie de ces centaines de mamans qui ont vu leur fils partir en Syrie sans pouvoir les en empêcher. Elle vient d'emménager dans ce nouvel appartement avec sa petite fille. Osana est catholique pratiquante, tout comme l'était son fils Brian, avant qu'il ne se fasse enrôler par Sharia for Belgium. Cela fait déjà 2 ans qu'il est parti pour la Syrie. Voici Brian. Vous pouvez voir que c'est un bon garçon, avec de bonnes manières. Il portait souvent un crucifix. Il en avait plusieurs. C'était un garçon profondément catholique. Comment est-ce qu'un garçon qui a reçu une éducation catholique dans une famille catholique peut-il devenir du jour au lendemain un musulman radical? Ça me dépasse. Chaque jour, j'ai peur. J'ai peur qu'il force Brian à commettre des assassinats, à décapiter des gens ou d'autres atrocités de ce genre. Je me sens totalement livrée à moi-même, totalement abandonnée. J'ai demandé de l'aide tant de fois, alors que Brian était encore ici, dans le pays, et on ne m'a jamais aidé. Vous comprenez pourquoi je n'arrive pas à pardonner au peuple belge. Ils le considéraient comme déjà perdu. Et personne n'a rien fait. Si les autorités avaient fait leur travail, mon fils serait encore ici. Nous sommes le 10 février 2015, quelques semaines après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Ce jour-là, dans le procès des recruteurs de son fils, c'est le jour du verdict. 46 membres de Sharia for Belgium sont jugés, mais seuls 8 sont dans le box des accusés, les autres sont toujours en Syrie. Osana attend de la justice belge une très grande sévérité. Quelques heures plus tard, le jugement tombe. Sharia for Belgium est qualifié d'organisation terroriste, voulant renverser la démocratie pour instaurer un État islamique en Belgique. Son chef est condamné à 12 ans de prison ferme. Je suis en colère. 12 ans. C'est une plaisanterie. C'est beaucoup trop clément. Après tout ce que ce type a fait, je trouve ça aberrant. Il a volé nos enfants et il n'écope que de 12 ans. Allez, c'est beaucoup trop peu. Son fils, Brian, a lui aussi été condamné ce jour-là. S'il revient un jour en Belgique, il devra faire 5 ans de prison. Mais Osana ne sait même pas s'il est toujours vivant. Confrontée à la radicalisation d'une partie de ses habitants, la Belgique est un peu déboussolée, comme si elle se réveillait avec une bonne gueule de bois. Mais les islamistes, eux, ne perdent pas le nord.
certains d'entre eux ont bien compris que pour imposer leurs idées, il valait mieux passer par les urnes. Aux dernières élections municipales en 2012, le parti Islam a obtenu 2 élus. L'un d'eux est ce chauffeur de bus, Redouane Harouche, qui lui aussi veut installer la charia en Belgique. Donc on est des élus islamistes, mais avant tout, nous on se sent vraiment musulmans. Lors de sa conférence de presse, il refuse de serrer la main aux femmes journalistes. Il ne regarde même pas celle qui lui tend le micro pour la télé. La charia, je suis pour, c'est la loi islamique, je suis pour. C'est un combat de longue haleine, ça va prendre des décennies, peut-être un siècle, mais bon, le mouvement est lancé. Et puis, ça va être tout à fait naturel que finalement, on va aboutir à un État islamique, pourquoi pas. En Belgique? En Belgique, bien sûr. Redouane Harouche a été élu pour 6 ans de mandat. Et en attendant son heure, il est prêt à tous les compromis. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Retour en France. Abdallah vit entre Paris et Tunis. Cet homme d'affaires est arrivé avec sa femme en urgence dans la capitale il y a une semaine. Ses 2 sœurs sont mortes à la terrasse d'un café de ce quartier du 11e arrondissement. Ouda, 34 ans, et Halima, 35, les 2 sœurs avaient décidé de fêter leur anniversaire au café La Belle Équipe. Des souvenirs d'enfance contenus dans une boîte. Depuis vendredi dernier, Abdallah s'accroche comme il peut à ce qui lui reste de ses 2 sœurs. C'est les photos qu'Oda avait chez elle. Les photos de sa famille, de ses amis. Puis c'est quand on était plus petit. Ça, c'est moi. Ça, c'est Nadia. Ça, c'est Halima. Et ça, c'est Oda. En haut à gauche, Abdallah tient dans ses bras ses petites sœurs. Halima et Ouda appartenaient à une fratrie de 8 enfants. Leurs parents, des Tunisiens modestes arrivés dans les années 60. Une famille heureuse dans une cité ouvrière du Creusot, en Bourgogne. Énergique et pleine de vie, tout semblait réussir aux 2 jeunes femmes. Oda, c'est une fille heureuse, épanouie, vivante. Elle aimait flâner à Paris. Elle aimait sortir, passer beaucoup de temps avec ses amis. Ouda, la Parisienne, était co-gérante de La Belle Équipe, le café où elle a été tuée vendredi dernier. Elle respirait vraiment la fraîcheur et il y a beaucoup de choses qui allaient dans son sens, voilà, dans sa vie personnelle, dans ses projets professionnels. Donc ouais, forcément, elle était super épanouie. Halima aussi était une bonne vivante. Elle venait de quitter la France pour le Sénégal où elle avait le projet de monter un business avec son mari. C'était notre confidente, celle qui était là pour nous conseiller, pour nous aider quand on avait besoin d'elle, malgré le fait qu'elle soit maman, qu'elle avait déjà 2 enfants. Elle était aussi là pour s'occuper de ses frères, ses sœurs, de ses parents. Voilà, on était vraiment une famille très soudée, très solidaire. Une famille unie, désormais brisée. C'est dans le quartier de la Bastille que les 2 sœurs avaient leurs habitudes. Marcher dans ces rues, jusque-là, Abdallah le faisait sans appréhension. On habite à 2 pas de chez Manuel Valls. Forcément, ouais, on se sent en sécurité. Peut-être un peu moins depuis qu'il y a eu les attaques de Charlie Hebdo. Le 11e, voilà, on se dit que... Puis voilà, on est en France. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ce soir, arpenter les rues du 11e arrondissement ressemble à un pèlerinage. Le Café des Anges. C'est là où Oda travaillait. Elle a travaillé ici 6 mois. Voilà. Beaucoup de personnes qui sont mortes qui travaillaient là aussi. Chaque terrasse, chaque coin de rue, il se revoit avec elle. Nous parler n'a pas été facile. Ce soir-là,
Il va se recueillir devant le café où ses 2 sœurs ont été abattues. Il découvre les messages laissés en leur mémoire. Je suis Ouda, je suis Alima. Il y a des messages en arabe aussi, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous touche? Bah ouais. Bien sûr que ça me parle et bien tout le monde est uni contre la mauvaise utilisation, interprétation de la religion et toutes ces choses. Donc ouais, bien sûr que... La religion, c'est l'islam. Un passant vient de l'interrompre. Voilà à quoi on aura droit. Voilà à quoi on aura droit bientôt. Voilà. C'est la France qu'on aura demain. J'en ai bien peur. Il vous a dit quoi le monsieur? C'est pas la religion, c'est l'islam. Voilà. Il veut discuter avec l'homme qui l'a interrompu. Ludovic, Hyacinthe, Marie, Justine, Jamila, Romain, Micheli, ma sœur Oda, ma sœur Alima. J'ai perdu 2 sœurs. Je n'ai pas là au début quand vous avez parlé. Et ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas rentrer comme ça dedans, directement. Parce que vous me faites mal encore plus quand vous me dites ça. Il y a des salauds, et ça c'est clair. Mais je pense que, voilà, c'est uni en fait. Voilà, on doit montrer ce qui se passe, on doit dire que stop, il y en a assez. Moi je suis pour la fermeté, je suis pour qu'on arrête ce genre de personnes, mais je veux pas qu'on mélange tout non plus. Moi qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi demain j'ai rien fait de mal moi? Donc on souffre tous en fait, et on est ici pour se rassembler. À partir du moment où on vient sur ce lieu, c'est qu'on est contre ce qui s'est passé. On est là pour se rassembler, pour faire part de nos condoléances à ces personnes, et on n'est pas là pour se chamailler. Je pense que c'est un moment de recueillement, d'apaisement. Plusieurs centaines de blessés sont encore soignés dans les hôpitaux de Paris. À Saint-Antoine, Patrick Nipper a sauvé des vies. Ce chirurgien est plutôt habitué au terrain de guerre. Il y a un mois, il était en Palestine. Il ne s'attendait pas à vivre ça à Paris. Irréel au sens où j'étais à Hébron il y a un mois, il y avait l'intifada avec une ambiance de guerre, et je rentre à Paris et les choses ne vont pas ensemble. Guerre, Paris, ça ne va pas ensemble. Tous les patients que j'ai opérés m'ont choqué, m'ont vraiment choqué. Il y a cette patiente qui est arrivée, à qui il ne fallait pas dire que son compagnon était mort. Et donc qui nous a raconté, elle avait été blessée, elle était très triste, elle pleurait. Et en fait, elle croyait que son compagnon était sur elle pour la protéger. En fait, son compagnon était sur elle parce que était mort. Voilà. Donc ça, c'est typiquement tous les boulons qui ont été enlevés. Ce sont des explosifs artisanaux qui ont été préparés par les terroristes, probablement. Ils ont rajouté des boulons pour que non seulement vous ayez des plaies par explosion, mais avec en plus des corps étrangers qui vont pénétrer dans les tissus. Les patients garderont des séquelles énormes, oui, bien sûr. À vie. À vie. Ah ben ça, c'est des patients qui sont traumatisés à vie. Hein. Il y a la fracture psychologique, il y a la fracture de l'os, mais il y a surtout une fracture de vie. Hein. Patrick Nipper, lui non plus, n'est pas prêt d'oublier. Et ses patients, opérés en urgence samedi, il ne les lâche pas. Allô, Yasser ? Bonjour. Bonjour, Dr Knipper, vous allez bien? Bien et vous? Bon, parfait, on vous a refait le pansement ce matin? Oui, on me l'a refait. C'est propre, ça va? Oui, c'est propre. Bon, comment vous vous sentez, vous? Ça va. Je fais un peu de cauchemar. C'est normal, hein, Yasser, hein? C'est normal. Ah là, vous avez eu énormément de chance. Hein. Il faut garder votre blouson maintenant. Hein. Ouais. Ah, c'est une belle protection, il faut le garder. Ça va être le blouson fétiche. Hein. Yasser, son patient, est un survivant. Ce médecin marocain de 35 ans était de passage à Paris. Et à l'intérieur de la veste, il y a tout le trajet de la balle. Donc si je fais comme ça, vous allez voir qu'il y a un OE. Elle a été déviée par mon passeport marocain que je tenais qui était dans ma poche. Il était ce soir-là à la terrasse du café du Bataclan avec 2 amis. L'un est mort sur le coup, l'autre est gravement blessé. Parce que quand on s'assoit au niveau d'une table, on ne choisit pas sa place. Oui.
Et je me dis que je pouvais être à la place de Salah qui était mort sur place, ou même de Samy qui était en état grave. Mais j'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça que je suis un miraculé et je suis né une deuxième fois. Mais rien ne sera plus jamais comme avant pour toutes ces femmes et ces hommes dont le destin a basculé en une nuit.